Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle preview. C'est la 6e preview des 16 previews vers les étoiles, cette série de cette fin d'été que tu attends et qui est là et qui te fait vibrer. C'est l'USAM Nîmes qui va passer au crible de enthousiastique, de crible des previews. Alors, je préfère avertir. Pour faire cette preview-là, ça m'a pris énormément de temps. Déjà pour écrire, pour concevoir cette vidéo, parce qu'il y a énormément d'émotionnel avec Nîmes. Nîmes a fait une saison comme on en a rarement vu ces dernières saisons, l'année dernière. Heu, donc pour ça, tu vois, je vais essayer de me contenir parce qu'il y a énormément de choses à raconter sur la saison de Nîmes et pour cela, on va séquencer, on va organiser les choses. Comme tu as l'habitude de voir, la preview, enfin les 16 previews vers les étoiles, c'est au rendez-vous quotidien de présentation des équipes qui participent à la première division de handball masculin, la Daikin Star League, où Nîmes a terminé 11e l'année dernière. Et cette émission va être découpée en plusieurs chapitres. On va essayer de garder notre calme et notre raison le plus possible quand il s'agit de Nîmes, avec, dans un premier temps, le Yago, où on parle justement de la mouvementée saison passée de Nîmes sur un plan chiffré et aussi sur un plan des événements. Il y en a eu plein. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la série qu'on appelle, enfin la série, la séquence que l'on appelle les départs. On va analyser l'effectif. Il n'y en a pas eu tant que ça du côté de Nîmes, mais surtout les arrivées et une arrivée majeure, en l'occurrence le changement de coach. On va en parler un petit peu plus tard dans la situation de Nîmes. Après, on va prendre un petit peu de hauteur et se mettre au niveau des ambitions, des objectifs, du budget et de ce que Nîmes a à raconter à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça aussi. Et également, donc c'est pour ça que cette preview risque d'être longue. Donc mets-toi bien confortablement comme il faut et on va en parler de la manière la plus centrée et ancrée possible. J'espère arriver au bout du truc. Après cette présentation, on va se focus sur un joueur et là, c'est peut-être quelque chose d'assez inattendu, hein. D'habitude, en fait, c'est ce qu'on appelle j'appelle l'expert de défi. Cet expert de défi, c'est le joueur pour qui je vais cliquer lorsqu'il va s'agir de me mettre sur Handball TV ou sur Bein pour regarder Nîmes jouer. Je vais regarder particulièrement ce joueur et voir où est-ce qu'il en est dans son évolution, sa progression. Et là, je te réserve la surprise et je pense que toi-même, t'es pas prêt. En tout cas, le joueur qui est concerné, il est pas prêt et pourtant, je le suis sur les réseaux. Là, je t'ai déjà donné un indice. Ensuite, après ça, on reviendra au niveau du collectif et on va se mouiller et donner un véritable pronostic et déterminer la façon dont Nîmes va vivre sa saison. Qu'est-ce que ça va donner en gros à la fin et le classement derrière avant de se dire au revoir et la conclusion de la vidéo. Voilà le programme. Installe-toi parce que Nîmes, c'est le Far West. Enfin, c'est pas le Far West, c'est le Far Sud plutôt. Et c'est bien une équipe du Sud, c'est pas une équipe du Sud par hasard. On va commencer à dérouler la slide qui concerne l'USAM Nîmes Gare. Let's go. On commence tout de suite avec, comme d'habitude, maintenant tu commences à connaître le contrôle des papiers. C'est-à-dire que l'année dernière, quand j'ai fait mes previews pour la saison 25-26, j'avais pronostiqué Nîmes à la 7e place, 34 points, 15 victoires, 4 nuls, 11 défaites. Pour moi, Nîmes était bordure Coupe d'Europe, mais manquait encore de quelques petites choses pour pouvoir aller chercher les places 5-6. Mais en réalité, parce que en fait, on restait sur Nîmes qui a échoué de peu dans la saison précédente pour se qualifier et était à la lutte avec Saint-Raphaël. Et Saint-Raphaël a disputé la Coupe d'Europe l'année dernière. Donc Nîmes n'était pas très très loin derrière. Donc je me suis dit, voilà, Nîmes a fait des choses, mais pour moi, il me manquait un truc. Mais je savais pas, enfin là, ça m'a sauté aux yeux. Quand je vois le déroulé de la saison de Nîmes, ça a explosé dans mon visage. Et la réalité du terrain en 25-26, c'est que Nîmes a tout simplement fini 11e, 21 points, avec un matelas d'avance sur les équipes qui jouaient le maintien, et 9 victoires, 3 nuls, 18 défaites. Alors, on va rentrer dans le détail, mais d'abord, l'expert de défi que j'avais décrété l'année dernière, bah, c'était ni plus ni moins que celui qui a fini capitaine à la fin de l'année, le demi-centre Jean-Loup Faustin, ultra talentueux, avec un gros impact. Il a marqué à 93 reprises en 27 matchs, à 72% de réussite, donc c'est un joueur plutôt adroit, avec 3,44 buts de moyenne. Il s'est marqué, mais il s'est surtout passé. 173 passes décisives pour Jean-Loup Faustin, c'est le maître à jouer de l'équipe, hein, comme beaucoup de demi-centres. Ça fait pas mal de previews que je te fais où je te dis que le demi-centre, c'est lui le meilleur. Ça se vérifie du côté de Nîmes aussi également par l'impact de Jean-Loup Faustin.
Et aussi, c'est aussi un solide défenseur, à la différence d'autres que j'ai présentés. 72 neutralisations, 4 contre, 16 interceptions. Par contre, grosse indiscipline. Il a eu 14 exclusions de 2 minutes à lui tout seul et surtout une disqualification. C'est donc un super joueur en fait qui a fait son boulot, il a mis la grinta comme on le demande à Nîmes, mais le contexte, comme je te l'expliquais en préambule, n'était pas bon. Il y a quelque chose qui n'allait pas à Nîmes. Il a fait ce qu'il avait à faire et il l'a plutôt bien fait. Et comme je te l'ai dit, voilà quoi, il y a eu un truc et on va rentrer dans le détail de ce qui n'a pas été du côté de Nîmes dans la séquence suivante, le Yago pur et dur. Là, maintenant qu'on a contrôlé notre pronostic, eh ben, comme je te disais, 11e avec 21 points, pas 17, hein, 21 points, 9 victoires, 3 nuls, 18 défaites, pardon, 891 buts marqués, moins de 900 buts inscrits. 938 buts encaissés. C'est la 12e attaque. L'attaque n'est pas folichonne malgré les exploits de Jean-Loup Faustin et ça va s'expliquer aussi pourquoi. Mais par contre, tu gardes quand même la 7e défense. Donc, tu es dans la première moitié du classement. Ça anime le rock défensif. Ça n'a pas changé. La mentalité défensive de chien de la casse, ça n'a pas changé. Et encore, ça aurait pu être mieux encore. Donc, Nîmes n'a fait ni une bonne ni une mauvaise saison. Enfin, quoique mais c'est surtout une saison mid en fait, une saison tiède, sans grand relief, en tout cas sur le terrain. Les reliefs, ils ont surtout été en dehors. Il n'y a rien de pire en sport, quel que soit le sport, là je parle de hand, moi ma spécialité c'est le handball, mais dans d'autres sports, il n'y a rien de pire que de faire une saison au milieu, quoi. Car en tant qu'observateur, tu as du mal à définir le caractère de l'équipe. Et c'est complètement antinomique quand tu connais l'historique et le jeu dur, la grinta qui caractérise l'USAM. C'est trop fort pour être avec le groupe du maintien et c'est pas assez pour aller jouer l'Europe et jouer les premiers rôles. Il y a donc forcément beaucoup de choses à bouger en interne et pas forcément au niveau des joueurs. Je pense au niveau du management, de la mentalité. On va expliquer pourquoi. Il faut donc revenir au calme et développer une vraie maturité émotionnelle. Alors, avant de me lancer dans l'histoire de Nîmes, alors il faut savoir aussi une chose, cette vidéo, elle est assez difficile à faire pour moi parce que émotionnellement, j'ai beaucoup d'acquaintance avec la région nîmoise et particulièrement avec les Cévennes. Maoups, si tu regardes cette vidéo, dédicace. Heu, et aussi parce que, en tant que speaker, j'ai été speaker de Mérignac, l'équipe féminine qui joue en Ligue Butagaz Énergie à Mérignac, où pendant plusieurs années, l'entraîneur était Christophe Chagnard, un Nîmois. Et un jour, pas aujourd'hui, c'est pas l'objet de la vidéo, un jour, je m'épancherai sur ce qui s'est passé et le caractère bien trempé de la région gardoise, caractère que j'adore, parce qu'au moins avec ces gens-là, tu sais à quoi t'en tenir. Et pour le coup, ben voilà quoi. Ça, dans certaines situations, ça n'aide absolument pas. Ça aide dans d'autres, mais là, il y a des moments où il faut savoir faire preuve d'un peu plus de recul. En tout cas, il n'y a rien à discuter par rapport à ça. J'en parlerai un jour, c'est pas le moment, mais c'est pour te dire que c'est complexe pour moi, sachant que j'étais plusieurs fois au Parnasse. Frédéric, le speaker, fait un boulot formidable et aussi à la communication. Grosse dédicace donc à tout l'entourage de Nîmes. Je vous aime franchement, c'est parce que je vous aime que je vous dis ce que je dois vous dire et c'est la pure réalité. Je te disais donc que Nîmes a fait une saison mid, tiède, sans relief, du moins pas où il fallait. En fait, il aurait fallu avoir du relief plus sur le terrain qu'aux alentours. Il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été nourris en début de saison et ça a fini complètement en eau de boudin et à une très molle 11e place. Il y aurait eu ce beau parcours en Coupe de France qui les aura emmenés jusqu'en demi-finale contre Paris. Et la saison en championnat, elle a bien démarré puisque Hugo Comchop-Baril en capitaine, avec des résultats qui posent des bases, en fait, même on voit qu'il y a quand même quelques petites difficultés tactiques, eh ben, il y a quand même une victoire, c'est l'essentiel, contre Istres en ouverture d'un but et de 2 buts contre Tremblay. Pour le retour de Mohamed Sanad du côté donc du Parnasse, c'est quand même quelque chose. Il y a après une défaite de 2 buts qui s'ensuit à Paris. Là encore, ça arrive à des gens bien, ça n'a rien d'infamant. Et tu regagnes, après ce match de Paris, tu regagnes contre Célestat de 2 buts, largement à ta portée. Mais c'est à partir que de la 5e journée que ça commence à se dérégler. Défaite de 2 buts à Dunkerque, qui, dans ce contexte-là, à ce moment-là, est complètement en foirage de son début de saison. Donc plutôt que de venir exécuter l'équipe et te remettre sur les bons rails, tu perds contre eux et tu les lances. Et cette défaite contre Dunkerque, c'est la première d'une série de 5 défaites consécutives. -7 contre Nantes à domicile au Parnasse, -4 à Cesson, -4 contre Chartres, pardon,
Chartres, qui ne met pas un pied devant l'autre en ce début de saison aussi, comme Dunkerque, incapable de les battre. Et après, on va entendre parler des discours du chouinage par rapport à l'arbitrage. On va y revenir là-dessus. Voilà, on va y revenir. Ensuite, -3 à Saint-Raphaël, contre qui tu étais en bataille l'année précédente pour te qualifier en European League. Là encore, c'est significatif en ce début de saison. Alors après, cette série, ça va s'interrompre de la plus belle des façons, puisque le voisin Oni Montpellier se présente au Parnasse, le rival absolu. Victoire 30-29, alors que tu étais mené 14-12 à la mi-temps. Un festival de Guéric Vincent qui aura marqué 6 buts, bien épaulé par Hugo Kamchop Baril et Jean-Jacques Aquevillo, tous les deux à 5 buts, et surtout Wesley Pardin dans la cage, clutch comme à ses plus belles heures. 4 buts aussi pour un certain Moab Abdelak. Lui aussi, on va en parler un petit peu plus tard. Lui, voilà, qui avait, disait-il, des besoins de retourner voir sa famille, le mail du pays, en Égypte. On va en reparler. Alors forcément, tu dis que ça va repartir. Tu as déjà pris énormément de retard avec ces 5 défaites que tu vas traîner comme un boulet. Et voilà qu'il faut tout de suite après batailler chez un autre adversaire direct, Limoges. 33 partout, match nul encourageant et enchaînement surtout avec une victoire, mais qui restera quand même poussive contre l'équipe la plus faible de ce championnat, l'équipe de Dijon, qui lutte forcément pour sa survie avec ses moyens limités. Il faut après aller chez l'autre rival de l'autre côté du Rhône, donc Aix, et là, défaite cinglante à Aix de 6 buts. Out-coaché, quand tu regardes le match, c'est véritablement leçon tactique donnée par Eric Foretz à David de Gouy, et David de Gouy qui était pourtant l'adjoint de Patrice Canaillé à la belle époque de Montpellier, et qui se rebiffe après derrière contre Chambéry. Voilà, tu prends une volée, mais contre Chambéry, ça va mieux. Victoire 35-34 avec 8 buts à nouveau de HKB, Hugo Kanchap Baril, libéré à ce stade-là du brassard de capitaine parce que forcément, il y a eu pas mal de navigation en interne. On s'est reparlé, le management a dit bon, Hugo a dit moi le brassard c'est un peu lourd et il l'a remis à Jean-Jacques Aquevillo. 7 buts pour le match de Chambéry. Il y a eu 7 buts marqués par, bien sûr, Guéric Vincent, qui est le plus efficace et un des gros leaders de cette équipe. 6 buts pour Johan Gibelin, qui commence à se libérer, auprès de qui on nourrit vraiment de gros espoirs. Après, notamment, il s'est révélé à Créteil. À Paris, c'était beaucoup trop gros pour lui. À Nîmes, ça commence à monter petit à petit cette saison-là. On va parler de lui un petit peu plus tard. Nîmes va clôturer la phase aller avec une défaite 27-22 dans un match où l'offensive était complètement en berne, partie en vacances du côté de Toulouse. Retour à la mi-février au Parnasse, après la trêve, pour 2 matchs et 2 victoires consécutives. Waouh, c'est bon, la trêve a fait du bien, on remet les têtes à l'endroit. Victoire contre Cesson de 3 buts et contre Saint-Raphaël, donc ton rival contre qui tu as perdu l'Europe l'année dernière, et là tu le remets plus 6. Ce sont des victoires probantes, significatives, avant de s'essayer chez l'ogre nantais, dans une H Arena bouillante. Tu es donc en déplacement, tu en as pris -7 à l'aller chez toi, et donc voilà, la H Arena se présente, match diffusé sur Bein. Comme je te disais en préambule, ce match, en fait, le contre Nantes, c'est le match qui est le tournant de la saison. C'est une défaite 36-34 qui s'est proposée du côté de Nantes. Et je te change de slide parce que je me rends compte que je l'ai pas, voilà, je l'ai pas mise, j'ai pas mis la slide au bon endroit. Voilà. Le match de Nantes, comme je te l'expliquais, il a été le pivot de ce qui va devenir de la fin de saison de Nîmes et donc du rendu mid après derrière. Pourquoi? Parce que c'est un véritable choke, en fait, ce match de Nantes. Un choke avec des choix tactiques que moi je qualifie, c'est moi qui le dis, mais c'est désastreux. Ce que David de Gouy, la gestion des dernières minutes alors que tu mènes, c'est monumental. Et ça, je pense que c'est un des temps forts de la saison de Nîmes. Damien Gibernon qui avait la balle, bah, il se heurte, il est en position de demi-centre, lui qui est un ailier, et il perd la balle à ce moment-là, et parce que Nantes défend de manière ultra agressive, et Nantes surtout, on reparlera de la prévue de Nantes, Nantes qui avait l'habitude plusieurs fois d'être menée et à retourner les situations. Mais là, Nîmes a été une des victimes de Nantes à ce niveau-là. Et donc, Damien Gibernon perd la balle, un enclenchement qui a complètement raté, et donc forcément, après, derrière, il y a eu un but de Nantes qui a repris l'avantage et donc a repris le lead pour finalement l'emporter.
Et c'est la déclaration d'après-match de Jean-Loup Faustin qui s'est fait l'écho du président David Tebib pour encore dire que voilà, on n'est pas arbitré pareil, gna 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 gna, râler comme ça, voilà, sur l'arbitrage. Un jour, je ferai une vidéo dédiée à l'arbitrage. J'ai déjà fait d'ailleurs une enthusiastic slide par rapport à l'arbitrage, justement, parce que là, il va falloir qu'on change de mentalité complètement si on veut avancer par rapport à la question de l'arbitrage. Et là, en fait, voilà, Nîmes, c'était mon pavillon témoin sur cette thématique l'année dernière. Et je dis, parce que j'adore ce club, mais là, ça m'a saoulé que ce soit eux qui se plaignent justement de toutes les questions de l'arbitrage. Alors, le plan de Nantes avait hyper bien marché pourtant. Là, le coaching, pour le coup, sur 55 minutes, c'était parfait. 10 buts marqués par Hugo Kamchap-Barlil, 9 buts pour Guéric Vincent, 7 buts pour Johan Gibelin et Jean-Loup Faustin déchaîné à la passe, à la main. Là, il y avait quelque chose, il se passait un truc. Là, tu te dis, voilà ce qu'on veut voir de Nîmes, voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça, c'est là qu'on se dit que cette équipe a potentiellement le niveau pour atteindre la Coupe d'Europe. Donc, ce match perdu contre Nantes, c'est le premier d'une série à nouveau de 6 défaites consécutives. À ce stade, tu peux plus parler d'irrégularité, mais des failles majeures, aussi bien dans l'équipe qu'autour de l'équipe. Certains déçoivent et ne sont pas au rendez-vous, surtout contre des équipes abordables. Défaite de 3 buts lors du match contre Limoges qui a suivi après derrière, de 7 buts à Tremblay juste après, avant de s'incliner à nouveau d'un tout petit but contre qui? Le Paris Saint-Germain au Parnasse. Tu perds 34-33 alors que tu fais jeu égal avec eux. Comme quoi, je me pose la question, mais Nîmes, c'est pas possible. Vous choisissez vos matchs ou quoi? Quand il s'agit de jouer Nîmes, Nantes, Montpellier, là, il y a du monde, mais tu vas aller, tu t'en prends 7 à Tremblay. C'est quoi cette histoire? Là, franchement, c'est pour ça, quand tu es supporter des Green Men, tu te poses de très sérieuses questions. Et là, mais après, ce qui va appuyer cette démonstration, c'est la défaite à Dijon. Pardon? 28-25 à Dijon. Dijon, l'équipe la plus faible du championnat. Dijon, tu t'appelles Nîmes, tu perds de 3 buts. Excuse me? Bon, après, tu tentes une réaction d'orgueil pour la venue d'Aix au Parnasse et tu t'inclines 37-35 et à nouveau outcoaché par Éric Forêt. Là, tu perds 2 fois contre le rival de l'autre côté du Rhône, alors que tu arrives à gagner une fois contre Montpellier. Excuse-moi, Nîmes, on fait quoi là? La série va s'interrompre du côté de Istres par une victoire 36-27 et la plus grosse de la saison. Mais tu fais ta plus grosse victoire de la saison contre Istres. Mais c'est normal que tu mettes une volée à Istres. Istres est relégué à la fin de la saison comme Dijon, contre qui tu as perdu des points. Donc là, forcément, on se dit à ce stade de la saison, bon, on est trop fort parce qu'il y a un gros matelas d'avance, on est 11e et on va rester posté à cette 11e place. On est beaucoup trop fort pour les équipes concernées par le maintien, même si on se prend des volées par Dijon, mais on est trop faible pour pouvoir aller prétendre quoi que ce soit plus haut, ne serait-ce qu'une Coupe d'Europe, voilà, un tant soit peu, quoi. Non, c'est pas possible, c'est trop irrégulier pour se mêler à la course à l'Europe. Et donc, en tant qu'équipe mid, tu finis en fantôme, tu finis en roue libre ta saison, tu prends. Mais alors, par contre, le match contre Toulouse qui a suivi après, le -11, il est à mettre avec une grosse astérisque puisque c'est là que Arunovic, le gardien, se blesse, se fait les croisés à nouveau et on a une grosse pensée pour lui. Actuellement, il est en convalescence, il est en train de se remettre, mais nouvelle blessure aux ruptures des ligaments croisés pour Arunovic. Et je pense que comme c'est un petit peu la coqueluche du vestiaire, bah, le groupe a été certainement très affecté émotionnellement et donc c'était difficile de jouer le match quand tu sais que limite la mascotte de l'effectif va être sur le flanc pendant plusieurs longs mois. Donc c'est un gros coup dur émotionnel. Je me rappelle même dans ce match-là qui était diffusé sur beIN, que Thomas Ferro-Vilches et François-Xavier Houlet étaient partis pendant plusieurs minutes, n'avaient limite pas commenté le match parce que justement, c'est pour dire qu'Arunovic, tout le monde a énormément d'affection pour lui. Et le voir faire ça, bah, il y a eu toute une discussion, toute une diatribe, alors que le match se déroule à limite Nîmes-Toulouse, vas-y, c'est bon, déroule, mais voilà quoi, ça a occasionné un grand. Je me rappelle de ce match-là. Je sais que Thomas, tu regardes mes vidéos. Je sais que ça a occasionné pas mal de choses de ton côté, mais en tout cas, en espérant qu'Arunovic se porte pour le mieux, en tout cas, ça a l'air d'aller. Un retour prévu, notamment, alors peut-être d'ici la fin de l'année 2026, peut-être pas, mais début 2027, sûr, il n'y a pas de problème et Arun reviendra plus fort. Par contre, ce qui ne reviendra pas plus fort, c'est Nîmes cette saison-là, qui ne se relèvera pas de cette chose-là, parce qu'après
cette dégringolade contre Toulouse. Nouvelle défaite, cette fois-ci à Célestat qui lutte pour le maintien, 5 buts. Oui, tu es trop fort pour battre les équipes du maintien, mais les équipes du maintien te battent, hein, tu vois, et tu vas aller enquiquiner des équipes qui jouent le titre. Bref, ça c'est Nîmes, ça. Bienvenue, bienvenue à Nîmes. 5 buts à Célestat, qui bataille pour son maintien. Et après, à la 27e journée, tu as un nouveau sursaut d'orgueil contre Chambéry sous la forme d'un match nul 31 partout. Et même score au Parnasse, 31 partout, contre Dunkerque, dans un Parnasse qui sonne étonnamment creux, parce que c'est le dernier match de Nîmes de la saison. Et là, forcément, les supporters, ils ont beaucoup moins la foi qu'ils l'avaient au début. Tu finis donc par 2 défaites à l'extérieur, une à Chartres qui se bataille pour son maintien. Et c'est peut-être cette défaite-là qui fait que Chartres va se maintenir après derrière. Et défaite du côté de Montpellier à la Sud de France Arena, dans pareil ce choc, ce derby, ce classique, mais qui est phagocyté par le fait que Montpellier doit absolument se dépêtrer de sa situation avec Limoges pour assurer sa place en Ligue des Champions. Donc tu perds 2-4 buts, tu finis en chasse-patate, ta saison elle est mid. Il y a quand même énormément de leçons à tirer de cette équipe et de l'encadrement. Cette équipe qui se présentait en début de saison avec le 6e budget et qui, par manque sur des plans tactiques et sur le plan managérial, qui n'ont pas été à la hauteur. Il faudra donc faire beaucoup mieux cette année 2026-2027. Et voici les départs. Il n'y en a pas beaucoup. Gustaf Wedberg, le Suédois, est parti du côté de Tyresö en Suède. Il est rentré en Suède, ça a été un flop. Il est arrivé pour remplacer Mohamed Sana de l'année dernière. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas cliqué. Voilà, il s'est pas fait du tout à la Vinimoise. Il est reparti pratiquement presque comme quand il est arrivé. Donc, il est reparti. Voilà. Bonne chance à Gustave. Wesley Pardin a fini son contrat. Lui est parti maintenant apporter son expérience du côté de Tremblay, le gardien. Très fort, gros caractère, gros gagneur, gros winner. Voilà, lui par contre, lui, il a tenu son rang du côté de Nîmes pour le coup. Et là, bon voilà, bonne chance à Wesley du côté de Tremblay. On va parler de toi un petit peu plus tard quand il s'agira de faire la preview de Tremblay. Kenzo Gironet, pivot, c'était le 3e pivot. Il est parti s'aguerrir du côté de Valence. Ryan Zuzo, arrière-gauche demi-centre très talentueux, lui est parti lui aussi accompagner Wesley Pardin à Tremblay. Et le jeune Naël Noll va partir du côté de Saintes pour s'aguerrir. J'aurai le plaisir à Saintes d'aller scander son nom. Naël, si tu vois cette vidéo, t'es pas prêt. Le set de platine maintenant dans cette superbe salle qu'est le Parnasse Infernal, cette salle qui a été construite au début des années 90 pour les Jeux méditerranéens, qui comporte presque 4200 places. Tu as un entraîneur de choix, je te disais. David De Gouy est parti, il est remplacé par l'excellent Guillaume Sorina en provenance de Ponto Combo. L'excellent parce que Guillaume Sorina, il connaît la maison nîmoise. Il reste à ce jour le meilleur scoreur de Nîmes. Voilà, peut-être que Mohamed Sanan va peut-être le dépasser ou pas, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres exactement, mais je sais que Guillaume Sorina, à la tête de cette équipe de Nîmes, c'est quelque chose. Adjoint toujours l'éternel Yann Balmossière, qui lui, forcément, ne part jamais. Il va être notamment en charge de tous les systèmes offensifs de Nîmes. Et maintenant, l'effectif en lui-même, sur la base avant, à gauche, bien sûr, l'international Guéric Vincent, on aura évidemment besoin de lui. Il sera backé par Arthur Anctil. Je me réserve sur Arthur Anctil parce qu'il va faire l'objet d'une autre rubrique. Là, maintenant, tu commences à voir où je veux en venir par rapport à ce que je te disais au début de la vidéo. Ensuite, tu as Lenny Berthemacle, qui est donc le 3e ailier, qui peut jouer aussi demi-centre. Lui aussi va être impliqué. Guillaume Sorina compte sur lui dans la rotation pour pouvoir justement garnir le côté gauche, l'aile gauche de Nîmes, pour pas que ça perde en qualité. Au niveau du poste de pivot, bien sûr, l'éternel Hugo Kamchop-Baril reste là. Sébastien Cajor, le Hongrois, lui aussi, j'ai pas précisé sa nationalité, continue l'aventure avec Nîmes. Et le très jeune Gabin Gommier, qui sera beaucoup plus lui dédié au centre de formation, à l'équipe réserve. Mais quand même, si des fois il y a quelque chose qui tourne pas louche au niveau des 2 pivots titulaires, Gabin Gommier peut faire la maille. Du côté de l'aile droite, retour, le comeback de Mohamed Sanad, qui est parti l'année dernière du côté de Istres. Est-ce que si c'est parce que Mohamed Sanad est parti l'année dernière et maintenant qu'il revient, est-ce que c'est la raison pour laquelle Nîmes a fait une saison mid? Ça, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, Mohamed connaît la maison par cœur, comme s'il l'avait fait. Et donc, pour le coup, c'est un gros retour ailier d'expérience. L'international égyptien
avec lui, le jeune qui monte, Rémi Père, bien entendu. Damien Gibernon, toujours à l'aile droite, est là aussi. Et une grosse dédicace à Sam Tuxeg. Je ne l'ai pas mis sur la liste, hein, mais lui, je pense qu'il va rester avec la réserve cette année. Sam Tuxeg, à Nîmes, a fait quelques belles apparitions flash. C'est pour te dire le niveau de Gustave Wedberg, hein, qui était vraiment, il s'est fait dépasser par un jeune du centre, hein. C'est pour te dire que voilà, ça a flopé dans tous les sens. Donc, j'ai pas mentionné Sam, mais gros bisous à lui, gros bonjour à lui et qui continue son développement. On va en reparler de lui certainement un petit peu plus tard. Arrière gauche, la base arrière maintenant, Johan Gibelin, là c'est l'année, il faut péter. Il faut absolument avancer, il faut absolument crever l'écran. Il a montré de très belles choses l'année dernière, malgré le marasme et la saison de Nîmes. Mais là, Johan, là, il faut porter davantage, encore plus prendre de responsabilités. Jean-Jacques Aquevillot, c'est l'ancien, c'est le mentor, qui a porté le brassard de capitaine, pas tout à fait jusqu'à la fin de la saison, mais habitué de la maison, le grognard et le solide défenseur. Évidemment que quand il s'agit pardon, de porter un petit peu l'équipe et représenter avec Hugo Kamchumbaril, ce sont les tauliers vraiment de la maison. Un nouveau arrière gauche, Toké Schroeder, très connu du côté d'Ivry, notamment. Toké Schroeder, il a joué aussi à Istres auparavant par le passé. Il a fait une saison en Pro League. Il a fait 2 saisons à Ivry, une en Star League et une autre en Pro League l'année dernière. Le voici de nouveau en Star League, dans une équipe qui a des ambitions. Donc Toké Schroeder, pareil, 25 ans, danois. On va attendre de lui plein de choses pour venir justement apporter la vision un petit peu qu'il peut parfois manquer à Johan Gibelin et Jean-Jacques Aquevillot. Donc c'est un autre type d'arrière gauche, mais il peut faire la maille, il va faire l'affaire, il va apporter énormément. Demi-centre, les deux classiques. Jean-Loup Faustin, bien sûr, le capitaine, l'imperturbable. On ne peut pas le déloger. Il est baqué par le solide Lou de Risbourg, qui a été élu Greenman du mois, je crois, je ne sais plus exactement, mais il a une distinction au niveau des supporters, Lou de Risbourg, à la fin de l'année dernière. Ensuite, arrière droit, 3 joueurs. Maté Onodi qui a montré de belles choses mais n'a pas pu s'exprimer véritablement. Il a souffert un peu du marasme dans lequel Nîmes était empêtré. Il va aborder donc sa deuxième saison, le Hongrois. Bastien Lafosse, le jeune Bastien Lafosse, va venir compléter la base arrière droite de Nîmes et surtout Michael Cousio en provenance de Suisse du BSVO Berne qui va venir lui-même aussi apporter le nombre. Donc voilà, on a 3 joueurs sur la base arrière droite où il y a un peu plus d'incertitude, mais comptez sur Guillaume Sorina pour les mettre en valeur. Au niveau du poste de gardien, là aussi pareil, pour compenser le départ de Wesley Pardin, Yahor Stasiuk, le Biélorusse, va arriver en provenance de Radolica. Radolica, c'est en Slovénie et donc pour le coup, ben voilà, en remplacement et surtout pour compléter également le manquement d'Arunodzic, le Bosnien, qui est toujours en convalescence, et Clément Grosjean, qui a fait des apparitions l'année dernière, va lui aussi compléter, faire des apparitions si cela s'avère nécessaire du côté de l'USAM Nîmes dans la cage. On avance avec la saison du rachat dans la séquence du Money Time. On va y aller tout de suite. C'est toujours le 6e budget de Star League, 6,3 millions d'euros. Et malgré un budget qui est quand même assez important, les résultats d'exploitation de l'année dernière, eh ben, ça a fait mal, si bien que la situation s'est fragilisée au niveau du budget et donc c'était difficile de réinvestir. C'est plus difficile que ces dernières années. Nîmes fait partie de ce genre d'équipe, un peu comme Saint-Raphaël, un peu comme Toulouse, qui sont dans le top tiers de la Star League, qui par moment arrivent à aller en Coupe d'Europe, et donc il faut construire un effectif pour, il faut gonfler le budget pour, mais quand tu te rates 1, 2, 3 saisons d'affilée, ça devient de plus en plus difficile de le consolider. Par contre, quand tu as 15% de ton budget qui vient des collectivités et surtout de la ville de Nîmes qui a alloué 900 000 euros au club, eh ben, au niveau de l'ancrage local et l'identité, l'USAM, c'est vraiment c'est la vitrine, quoi. C'est quelque chose de très très fort dans la population nîmoise dans son ensemble. Ce club garde tout de même, donc, comme je te l'ai dit, un ancrage local fort, une base fan de dingo, un engouement autour du club exceptionnel et surtout la volonté de moderniser le Parnasse à court terme et augmenter sa capacité pour en faire une arena encore plus belle et surtout plus bruyante, plus moderne. Donc, le Parnasse à venir, une petite réflexion pour augmenter la capacité de l'arène.
La saison dernière donc a été ratée, pas que sur le terrain, mais aussi au niveau de la communication, parce que râler sur les arbitres, ça n'amène strictement rien de positif. Je l'ai expliqué en story à plusieurs reprises sur Instagram. Le président Tebib a été lui-même suspendu pour ça. Le match à Nantes aura été ce véritable tournant avec une fin de match gâchée et un manque de maturité émotionnelle criant. Gros manquement tactique en fin de saison. Guillaume Sorina va venir corriger tout ça. L'effectif est costaud. L'identité et l'expérience sont là. Le talent est là. Et forcément, Nîmes a tout pour faire une très belle saison cette année et aller chercher quelque chose compte tenu du nouveau format avec des playoffs pour accéder à l'European League. Nîmes, donc là, je te donne un petit peu, je te tease un petit peu ce que j'attends pour Nîmes concernant concernant son accession pour la Coupe d'Europe. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais avant d'aller là-dessus, on va se concentrer sur l'expert de défi, Arthur Anctil. Ça y est, le reveal est là. Arthur, je t'attends. 31 ans, ailier gauche. Il n'a marqué que 39 buts en 27 matchs de championnat l'année dernière et à 68% de réussite. C'est la doublure logique de Guéric Vincent. 10 passes décisives. Bon, c'est un ailier. On n'attend pas de lui qu'il fasse des passes comme à la manière de Jean-Loup Faustin. Il a des staffs défensifs qui sont pas génial. Il a pourtant du temps de jeu. Bon, tu vas me dire peut-être qu'il n'a pas été utilisé comme il fallait. Et comme je te dis, j'ai beaucoup de réserves sur le coaching et la stratégie de David De Gouy, sur la façon dont il a utilisé son groupe. Et pourtant, c'est le poste fort, le poste d'ailier gauche à Nîmes. Pour moi, Arthur, si tu regardes cette vidéo, il faut que tu ailles chercher Guéric. Alors, tu es plus expérimenté, tu es plus âgé, mais moi, j'ai des souvenirs de toi de dingue. Arthur Anctil, c'est un des joueurs les plus techniques de ce championnat. Il sait tout faire avec le ballon. Il sait absolument tout faire. Même jongler avec les pieds. Et jongler avec les pieds, comment je le sais? Je suis un de tes suiveurs sur Instagram, mon gars. Et puis même, voilà, à 31 ans, il est aussi dans la transmission. Il transmet des tips, il fait des tutos auprès des jeunes. Et donc la communauté, forcément, il est très, très apprécié, Arthur. Et surtout, bon, il est revenu à Nîmes parce que, bon, voilà, le nom Anctil, forcément, dit quelque chose pour les plus jeunes. Euh, le nom Anctil à Montpellier, Grégory Anctil, ça parle, ça dit Ligue des Champions, ça parle énormément. Alors, je pense que Arthur, il faut que je me corrige, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que Arthur, c'est le neveu, c'est le fils de Frédéric et le neveu de Grégory. Je pense que c'est ça, à moins que ce soit l'inverse, mais je pense que c'est ça. On va me corriger en commentaire. Mais tout ça pour dire qu'Arthur Anctil, euh, maintenant, 31 ans, faut que ça paye. Il faut y aller et je pense que l'arrivée de Guillaume Sorina, c'est une très bonne chose. Là, c'est ce que je pense de loin. Je suis pas dans l'équipe, je suis pas dans l'effectif au quotidien, mais il y a tout pour que ça matche bien et pour qu'Arthur Anctil soit utilisé de la meilleure des façons, contrairement à ce qui ça a été fait l'année dernière, l'année de son arrivée à Nîmes. Donc là, Arthur, montre-moi, parce que quand je te prends en tant qu'expert de défi, c'est forcément que ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc, surtout que sur les réseaux sociaux, tu fais des trucs absolument délirants. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les réseaux, c'est un truc. Maintenant, sur le terrain, il faut aller. Voilà. Montre-leur de quoi tu es capable. C'est l'année d'Arthur Anctil. J'en suis persuadé. Voilà pour l'expert de défi. Et maintenant, le futur de Nîmes. 36 points, 15 victoires, 6 nuls, 9 défaites. Tu gagnes une fois sur deux. Je veux pas le savoir. Ok, Nîmes? Je veux pas le savoir. Nîmes se rachète. Rien à voir avec le beat de l'année dernière. Il y a le coach, il y a les joueurs, il y a le décor pour faire une super saison et aller chercher l'Europe à la fin avec surtout le playoff d'accession si toutefois tu te loupes un peu, si des fois il y a des trucs à aller chercher. Il y a une séance de rattrapage. Donc Nîmes, avec un Parnasse bouillant, on peut y arriver. Cette équipe est capable de tout et sur un bon jour, ils peuvent être inarrêtables, surtout dans leur enceinte. Tout le monde sait qu'elle venir jouer à Nîmes, c'est l'enfer. C'était pas trop l'enfer l'année dernière, mais cette année, il faut que ça change. Ça va revenir. Je sais que ça va revenir. Il y a tout pour que ça revienne parce que les bases de Nîmes sont solides. Et maintenant, pour conclure, le classement, alors des équipes que j'ai analysées jusqu'à aujourd'hui, c'est la 6e équipe. Et bien sûr, Nîmes est largement devant Chartres, Dunkerque, Saran, Célestat et Caen pour moi. Voilà, ça va se batailler plutôt dans le premier tiers du classement, aux alentours de la 6, 7, 8e place par là. Nîmes est arrivé à 11e l'année dernière. C'est un accident. Ça n'aurait jamais dû se produire et il faut que ça change. Ma preview est plus longue que les autres parce que Nîmes, c'est la passion. C'est un club que j'aime, que j'apprécie énormément. J'ai eu beaucoup de peine à les voir galérer comme ça autant l'année dernière, mais c'était juste une année. Ça arrive. Maintenant, il faut repartir et surtout rester focus, ne pas se disperser dans des discussions qui n'ont rien à voir, mais rester focus sur le jeu, sur le management, sur les rotations et tu vas voir, ça va marcher. Guillaume Sorina,
We trust. Voilà pour cette preview de Nîmes. Va falloir que j'y aille. Je te souhaite en tout cas une bonne journée, où que tu sois, quoi que tu fasses, une bonne journée, une bonne nuit. Je sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si elle t'a plu, tu la partages à des gens qui sont supporters de Nîmes, à des gens qui sont même suiveurs du handball d'une manière générale. Tu la likes, tu laisses un commentaire si tu es d'accord ou si tu es pas d'accord avec un point que j'ai abordé concernant l'USAM Nîmes. D'ailleurs, j'ai pas rebondi sur le cas de Moab Abdelhak. Moab Abdelhak, voilà, il était pour rentrer en Égypte, se rapprocher de sa famille et voilà que Kiel arrive derrière pour lui proposer un contrat. Et ben, il est parti à Kiel après derrière et Nîmes l'a eu un petit peu à l'envers, quoi. C'est moyennement passé et si bien même au-delà de Kiel, c'est surtout aussi que après il va signer au Vardar Skopje l'année prochaine. Bon voilà, en termes de mal du pays, j'ai vu autre chose. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse Mohamed Abdellah, qu'on lui souhaite le meilleur quand même, quoi qu'il en soit, on connaît pas les histoires, on sait pas ce qui se passe derrière. Donc voilà, mais c'était quand même intéressant à signaler. Tu likes, tu partages, tu commentes. On se retrouve demain pour une prochaine preview où là, on va parler de Cesson-Rennes. Là aussi, il y a beaucoup à dire sur le cas de Cesson. Je m'en vais de là. Passe une bonne journée. À bientôt.